Laissez-moi deviner. Tu pensais qu'une partie de Call of Duty te donnait le droit de piloter de vraies machines de guerre? C'est ce que le capitaine avait lancé, avec un sourire narquois, avant de la réaffecter sans ménagement à la logistique administrative du régiment. Aucun test, aucun conseil d'évaluation, juste un regard moqueur, un ricanement et une signature sèche sur son dossier. Adjudante-chef de deuxième classe Réagan Chevalier n'avait pas protesté. Elle n'avait pas tenté de s'expliquer. Elle s'était contentée d'un salut réglementaire et avait tourné les talons. Mais 2 jours plus tard, lorsque le colonel Dupré avait consulté son dossier en détail, il s'était figé en pleine lecture. Il s'était penché en avant, plissant les yeux sur la ligne indiquant son ancienne unité, 4e RHFS, Régiment d'hélicoptères des Forces spéciales. Il avait murmuré, presque sans voix. « Qu'est-ce qu'une ancienne du 4e RHFS fait dans mon bureau de logistique? Si vous pensez que les véritables états de service ne viennent jamais sans cicatrices, tapez en commentaire. Son silence en dit long. » Ce matin-là, Reagan se tenait droite comme un piquet devant le bureau des opérations aériennes de la base de Felsburg-Borchide, au nord-est de la France. Son uniforme de vol impeccable brillait légèrement sous les néons pâles du bâtiment administratif. Chaque pli était à sa place. Son regard était fixe, ses bottes polies, et sa présence dégageait une autorité naturelle que même les murs gris semblaient reconnaître. Elle avait coché toutes les cases. Elle avait terminé avec brio chaque étape obligatoire de la transition vers l'hélicoptère Tigre HAAD, l'équivalent français de l'Apache américain. Ses résultats aux tests écrits étaient sans faute. Ses évaluations en vol n'étaient pas seulement bonnes, elles étaient exemplaires. Les instructeurs la décrivaient comme instinctive, méthodique et presque née pour voler. Mais maintenant, son dossier était revenu avec un énorme tampon rouge barré en haut, réaffectation, et non pas vers la prochaine étape de formation de combat, comme prévu, mais vers le bureau logistique de l'escadron. L'officier de traitement, un lieutenant trop sûr de lui, avait laissé échapper un petit rire en feuilletant ses papiers. Une autre rêveuse de joystick qui veut jouer les guerrières? Il n'avait aucune idée à qui il parlait. Le commandant Mark Mendez avait de la quarantaine. L'écusson délavé de la latte, aviation légère de l'armée de terre, ornait l'épaule gauche de son uniforme. Il portait le poids des missions passées plutôt que celui des récentes heures de vol. Il avait obtenu son brevet de pilote argenté des décennies plus tôt, lors d'un entraînement en temps de paix. À l'époque, l'expérience du combat acharné était un privilège rare, et non une condition préalable à une promotion. « Laissez-moi deviner, » dit Mendez en feuilletant négligemment le dossier, ses doigts parcourant les pages au hasard au lieu d'en lire le contenu. « Tu as grandi avec Call of Duty et tu t'es convaincu que ça s'aide pour piloter de vrais hélicoptères de combat? » Le sarcasme dans son ton s'accentuait à chaque mot. Le chevalier Reagan resta silencieux, inébranlable dans sa discipline militaire. Son expression demeurait inchangée. Aucun geste n'indiquait qu'il reconnaissait ou tenait compte de l'insulte. « Écoute, je vais être franc avec toi, » dit Mendez en se renversant dans son fauteuil. « Piloter un Tigre HAAD, ce n'est pas pour les rêveurs ou les passionnés de simulateurs. Ça exige une vraie capacité d'analyse de menaces, une maîtrise avancée des systèmes avioniques et des décisions rapides sous le feu ennemi. L'école de vol n'est pas un programme d'égalité des chances. C'est la guerre ici. C'est la réalité. » Il a signé le document de transfert à la base aérienne de Chelsea d'un geste gracieux, comme s'il annonçait une décision de justice. Il y avait une satisfaction dans ses yeux alors qu'il posait sa plume, savourant cette décision. Le présentateur du bureau du présentateur est maintenant à la fin du processus administratif. Papier, coordination logistique, sûrement plus aligné avec ton profil réel. Reagan accepta les documents sans un mot. Il n'a proposé aucune explication. Il n'a ni défendu son curriculum vitae, ni mentionné son ancienne unité. Il s'inclina simplement silencieusement, droit, sans rompre le contact visuel, et quitta la pièce. Alors qu'il quittait le bâtiment, le vent provençal soulevait doucement la poussière vers la piste d'atterrissage. Dans la file d'hélicoptères, des Tigre HAAD étaient alignés en formation. Leurs rotors étaient immobilisés, comme avec la patience d'un chasseur prêt à décoller à tout moment. Le soleil de midi se reflétait sur les hublots du cockpit, créant parfois des éclairs vifs qui ressemblaient à la lumière de canons qui explosent. Pour Reagan, ces lueurs n'étaient pas seulement du soleil,
C'étaient des traces du passé. Elles évoquaient des souvenirs de conflits acharnés au Sahel, à Djibouti ou au Mali. Des moments réels vécus dans des lieux que la plupart des gens ne pouvaient même pas cartographier. Ni les employés du bâtiment, ni les officiers du régiment ne se rendaient compte de l'importance de la poussière sur ces bottes. Mais ces bottes n'avaient pas été forgées sur le terrain du camp. Elles avaient été forgées lors de véritables atterrissages, chauds et sablonneux. Les marques d'usure avaient été gagnées sur les champs de bataille, pas sur les terrains d'entraînement. Et aucun d'eux ne le remarqua. Reagan Chevalier portait le silence d'un guerrier. Personne ne l'a remarqué. Lorsqu'un Caïman NH-90 à proximité a démarré ses moteurs, elle n'a pas sursauté. L'inaction automatique de quelqu'un habitué au bruit soudain des rotors. Cela ne reste que dans la mémoire de ceux qui ont passé des années dans le soutien aérien. Mais personne ne lui avait posé de questions. Ni sur ses missions précédentes, ni sur les raisons pour lesquelles une femme ayant le grade d'adjudant-chef voudrait se reconvertir dans le pilotage d'hélicoptères. Plus important encore, personne n'avait lu attentivement son dossier de service militaire. Mais une personne ayant une réelle autorité au sein de la base allait bientôt découvrir qui était le chevalier Reagan. Et pourquoi son silence en disait plus long que les fanfaronnades de la plupart des gens. Dans l'armée, le système fonctionne sur des documents. Tout est fait selon des procédures. Mais parfois, les informations les plus vitales sont ignorées par ceux qui succombent à des impressions superficielles et à des préjugés. Ceux qui pensent « on sait déjà » ne savent en réalité rien. Alors que Reagan se dirigeait vers ses quartiers temporaires à l'intérieur de la base, il ne portait pas seulement la paperasse sur ses épaules. Sur ses épaules pesait le poids d'une expertise méconnue, de missions inédites et d'une détermination éprouvée. Et bientôt, ce poids serait révélé aux yeux des bons. 2 jours plus tard, à la base aérienne d'Étain-Rouge, où il commandait le 3e régiment d'hélicoptères de combat, 3e RHC, le colonel Mark Fielding se retira dans son bureau privé pour procéder à sa revue hebdomadaire des dossiers du personnel. C'était une pièce calme et ordonnée, bordée d'étagères en bois. Assis dans un fauteuil en cuir marron dans un coin du bureau, il sirotait un café noir dans une tasse en céramique usée posée sur son bureau, examinant les documents d'affectation et de mutation qui lui avaient été transmis au cours des 7 derniers jours. C'était souvent une tâche fastidieuse. Pilote changeant d'unité, technicien orienté vers une formation spéciale. Les rotations routinières que les soldats suivent patiemment au cours de leur longue carrière. Fielding examina les dossiers avec une attention experte, jusqu'à ce qu'une simple ligne sur un document de transfert le fasse s'arrêter au milieu d'une gorgée. Un nom, une unité, et cette ancienne affectation, 4e RHFS. Le colonel retira lentement ses lunettes. La tasse était posée sur le bord de son bureau. Il prit le dossier à 2 mains et le rapprocha. Il feuilleta les pages, puis il fronça les sourcils. Cette personne, pourquoi n'est-elle plus sur la liste des vols actifs? Murmura-t-il, la voix emplie d'une curiosité grandissante. À partir de cet instant, le nom de Reagan Chevalier ne serait plus un simple bout de papier. Chevalier Reagan, transféré à des fonctions administratives après une formation de transition sur hélicoptère d'attaque Tigre HUD. Ancienne unité, 4e RHFS. Le colonel Mark Fielding relut cette ligne. Lentement, il posa tranquillement sa tasse de café sur la table. Son regard s'attarda sur le document, son expression changeant instantanément. La tension était palpable. Son aide de camp, le capitaine Elena Ramirez, debout à côté de lui, remarqua immédiatement la pause soudaine de son commandant. « Mon colonel, y a-t-il un problème avec la liste du personnel? » Fielding ne répondit pas immédiatement. Son regard resta fixé sur l'écran et il secoua légèrement la tête. Puis il se pencha sur la souris et double-cliqua sur le lien pour ouvrir le dossier militaire numérique du chevalier Reagan. Tous les détails que l'officier qui avait préparé les documents n'avait visiblement pas pris la peine de lire apparurent maintenant sur l'écran de Fielding. Il se renversa dans son fauteuil, les sourcils levés. Il était sincèrement surpris. Le dossier mentionnait clairement 4e RHFS, 4e régiment des hélicoptères des forces spéciales. Autrement dit, l'une des unités aériennes d'élite française. Une force d'élite spécialisée dans les opérations clandestines, les infiltrations clandestines et les missions de sauvetage derrière les lignes ennemies. Les guerriers de l'ombre de l'armée française.
L'entrée dans cette unité n'était pas facile. Il ne s'agissait pas d'un système d'admission. Seuls les pilotes ayant d'excellents antécédents au fil des ans et ayant réussi des tests psychologiques et physiques rigoureux étaient sélectionnés manuellement. Seuls les pilotes exceptionnels étaient acceptés, pas ceux qui tentaient leur chance. Fielding commença à parcourir le dossier de service de Reagan. Ses yeux s'écarquillèrent à chaque ligne. Adjudant-chef Reagan Chevalier, 620 heures de vol en zone de combat actif. 2 missions d'évacuation d'urgence en combat direct au cours de plusieurs périodes de service. Les détails étaient simples mais percutants. Exfiltration réussie sous feu ennemi, zone sahélienne, nuit sans LZ, confirmée. Mission sans couverture aérienne, extraction d'opérateurs bénis en zone rouge. Pas seulement voler, prendre des décisions sereines dans des conditions mortelles, maintenir ses coéquipiers en vie, garder le silence, rédiger un rapport, puis repartir pour la mission suivante. Fielding fixa l'écran un instant encore, puis il tourna la tête sur le côté et soupira doucement. Il se tourna vers Ramirez à côté de lui. Pourquoi cette femme était-elle reléguée à la logistique administrative? Le commandant de bord resta silencieux. Il ne connaissait pas non plus la réponse. Mais c'était clair maintenant. Reagan Chevalier n'était pas quelqu'un que le système avait ignoré. Il attendait simplement que la bonne personne lise réellement les documents, notes d'opération classifiées, coordination d'appui aérien rapproché de haute précision réalisée avec succès avec les équipes du JTAC, Joint Terminal Attack Controller, dans des conditions de blackout nocturne. Fielding ferma les yeux un instant. Des missions de ce niveau ne se trouvaient que dans les dossiers de carrière de quelques pilotes privés. Les décorations et certificats figurant dans les lignes suivantes complétaient désormais le tableau. Médaille de l'aéronautique avec distinction de bravoure, décoration française pour héroïsme aérien, médaille de la Défense nationale, or, pour des performances exceptionnelles lors d'opérations de combat, certification Tier 1 en sécurité de vol, la plus haute classification de sécurité aérienne accessible dans l'aviation militaire en France, réservée à l'élite. La chaise de Fielding recula légèrement. Il posa les mains sur le bord de la table et la ramena. Tout ce qu'il vit le força à réfléchir. À côté de lui, le capitaine Ramirez se pencha légèrement en avant pour mieux comprendre la situation. « Mon colonel, qui a transmis ce dossier d'affectation? » Fielding rouvrit le dossier numérique. Il scanna la signature au bas de la page. « Commandant Mendez, officier au Bureau des opérations aériennes. » Fielding examina à nouveau les documents de transfert. L'indifférence qui peut compromettre la carrière d'un pilote d'un simple geste de la main, et derrière cette négligence se cachait l'incapacité à reconnaître quelqu'un de plus qualifié que la plupart des pilotes de sa brigade. L'adjudant-chef Chevalier a-t-il rejoint son nouveau poste? Je crois qu'il doit commencer à gérer la logistique lundi matin, commandant. Fielding tendit la main vers la ligne téléphonique sécurisée posée sur le coin de son bureau. Une stratégie se dessinait déjà dans son esprit lorsqu'il décrocha le combiné. Appelez immédiatement le chevalier Reagan. Gérez cette communication discrètement et prudemment, capitaine. Il semble que nous soyons confrontés à une grave erreur de jugement dans le système de gestion du personnel. Après avoir raccroché, son regard se reporta sur le dossier numérique. Chaque nouvelle ligne dressait le portrait d'un combattant de l'air, non pas d'un pilote ordinaire, mais d'un pilote aguerri par une véritable expérience du combat. Le dossier contenait d'autres détails marquants, vols de nuit lors d'opérations d'infiltration secrète, prise de responsabilité de pilote lors d'une seconde mission, mission de sauvetage accomplie sous le feu ennemi, et surtout, des rapports écrits sur sa responsabilité de transporter ses coéquipiers en toute sécurité. Le 4e RHFS ne recherchait pas seulement la compétence technique. Cette unité refusait ceux qui ne pouvaient exceller sous la pression. Et maintenant, cette vérité était enfin révélée aux bons yeux. Le 4e RHFS testait non seulement les compétences techniques avancées du pilotage, mais aussi le caractère, le sang-froid sous pression et une loyauté absolue. Ce n'était pas un endroit pour la moyenne, celui qui se donne à fond, et il offrait assurément une formation avancée à ceux qui se démarquaient non seulement par leur diplôme, mais aussi par leur persévérance et leur détermination. Si vous avez déjà vu votre CV instrumentalisé, après avoir été ignoré, partagez-le, car les jugements hâtifs peuvent discréditer même les plus qualifiés. À cet instant, Reagan Chevalier se tenait au milieu du couloir de l'étage supérieur du bâtiment de la base,
devant le bureau du colonel Fielding. L'ombre de ses bottes, projetée sur le sol brillant, révélait la détermination de sa position. Il se doutait d'avoir été convoqué pour un imbroglio bureaucratique. Il ne savait pas à quoi s'attendre, mais son dos était droit, son regard fixe. Il n'avait pas été appelé à un tel rendez-vous depuis des années. La dernière fois qu'il s'était trouvé dans une telle pièce, c'était lors de son dernier briefing en Afghanistan, alors que le rythme de l'opération se mesurait en heures et que chaque conversation était une question de vie ou de mort. La lourde porte en noyer s'ouvrit lentement. Le capitaine Ramirez inclina la tête d'un air professionnel et l'invita à entrer. « Madame Chevalier, le colonel va vous recevoir. » Reagan entra. C'était une grande pièce profonde. Les murs étaient tapissés de photographies de mission, d'insignes et d'emblèmes d'unités couvrant des années. Des pièces de l'histoire militaire française étaient alignées comme une galerie. Mais quelque chose ressortait. Au lieu de s'asseoir derrière son bureau en chêne massif, le colonel Fielding se leva et fit signe à Reagan de s'asseoir sur le fauteuil en cuir à côté de lui. C'était une rare marque de respect de la part d'un commandant de haut rang. Ce détail n'échappa pas à Reagan. « Adjudant-chef chevalier », dit Fielding d'une voix mesurée mais ferme, « je viens de terminer l'examen détaillé de votre unité et de vos états de service antérieurs. » Reagan hocha la tête d'un seul coup. « Oui, mon colonel. » Le colonel maintint le contact visuel. « J'ai une question à vous poser. Pourquoi n'avez-vous fourni aucune explication lorsque le commandant Mendez vous a transféré de la formation de pilote à des fonctions administratives? Ni rappelé l'importance de votre parcours? » La réponse de Reagan fut brève et directe. Son visage était inexpressif, mais il parlait avec une détermination manifeste. « On ne m'a pas demandé de clarification, mon colonel. » Aucune explication n'a été demandée. Fielding resta silencieux un instant. Cette réponse résumait le système dans lequel il évoluait. Parce que dans cette armée, parfois, le vrai talent ne s'exprime que si on le lui demande. Mais maintenant, quelqu'un écoutait ce silence. « Affection initiale », dit lentement Fielding, sans le quitter des yeux. L'officier responsable a déjà pris sa décision en se basant uniquement sur les données qu'il souhaitait consulter. Le colonel observa Reagan attentivement. La sérénité sur son visage était celle non seulement d'un soldat entraîné, mais aussi d'un soldat inébranlable, même en combat réel. La pression des nominations administratives ne le menaçait pas, car il avait traversé des tempêtes bien plus violentes. D'après vos documents, vous avez effectué un temps de vol important avec le 4e RHFS. S'agissait-il de missions opérationnelles ou de vols d'entraînement? Reagan répondit sans détour. « Mission opérationnelle, mon colonel. Je veux dire, des déploiements sur le terrain en conditions de combat actif? » Oui, engagement réel dans des zones hostiles. Fielding inclina légèrement la tête. « Alors, j'aimerais que vous m'expliquiez cela. Pourquoi quelqu'un avec une expérience et des qualifications aussi avérées se réinscrirait-il à la formation de base de transition Airshad sur Tigre? Votre parcours comprend des missions que la plupart des pilotes de ma brigade ne verront jamais de toute leur carrière. » Reagan réfléchit un instant. Il jaugea soigneusement la réponse. Sa voix s'éleva enfin, calme mais profonde. « Ce n'était pas pour prouver que je pouvais piloter un Tigre, mon colonel. C'était pour prouver que je voulais toujours en piloter un. » Les mots résonnèrent dans la pièce. L'expression de Fielding changea. Ce n'était pas seulement une réponse technique. C'était le désir silencieux d'un guerrier, la voix de la dévotion intérieure à son devoir, une lutte pour retrouver son identité en vol. À cet instant, Fielding comprit. Peu de gens pouvaient le formuler ainsi, et encore moins pourraient le penser. L'officier qui vous a mal jugé s'est basé non seulement sur des informations incomplètes, mais aussi sur des suppositions personnelles. Malheureusement, ce n'est pas rare, dit Fielding. Il retourna à son bureau. Il sortit un dossier préparé de son tiroir de droite. Il avait déjà pris sa décision. Il attendait simplement le bon moment. Adjudant-chef chevalier, vous n'irez pas au service logistique. À ces mots, Reagan prêta visiblement attention pour la première fois. Il releva légèrement la tête. Son regard croisa celui de Fielding. À partir d'aujourd'hui, vous êtes affecté au 1er bataillon, compagnie Delta, unité d'hélicoptères d'attaque Tigre. Tous les documents nécessaires ont été traités et approuvés par le système. Fielding posa le dossier sur la table. Il le poussa devant Reagan. Le silence dura un instant. Mais cette fois, le silence, ce n'était pas comme avant. Cette fois,
C'était le silence d'être compris. Bien compris, mon colonel. Reagan prit le dossier et le serra fermement sans en examiner le contenu. Alors qu'il s'apprêtait à se lever, Fielding posa une autre question. Avant de partir, y a-t-il autre chose que je devrais savoir sur votre parcours ou vos préférences qui pourraient influencer votre nouvelle mission? L'expression de Reagan resta neutre, mais ses épaules s'agitèrent légèrement. Ce léger mouvement fut comme un éclair de mémoire, comme s'il se remémorait un souvenir de son passé dans les opérations spéciales. Seulement ceci, mon colonel, je suis au plus haut de ma forme lors des vols de nuit. Un léger sourire tira les lèvres de Fielding à ces mots. Ces mots n'étaient pas prononcés ouvertement, mais ils étaient l'expression de ceux qui incarnaient l'esprit du 160e chasseur de nuit. Vous êtes un vétéran du 4e RHFS, adjudant-chef. Je n'en attendais pas moins, dit Fielding, les yeux brillants de solennité. Alors que Reagan s'apprêtait à partir, Fielding fit une dernière déclaration, cette fois une observation personnelle. Je tiens simplement à souligner, j'ai examiné les états de service de tous les pilotes de ma brigade. Votre expérience au combat et vos qualifications de vol dépassent celles des officiers, même de quelques grades supérieurs aux vôtres. Le commandant Mendez a commis une grave erreur de jugement lors de cette nomination. Reagan marqua une pause, puis il s'excusa. Permission de parler, mon colonel. Accordé. Son erreur m'a rappelé une vérité précieuse. Il est crucial pour les décideurs de disposer d'informations complètes et précises dans les décisions relatives au personnel. Préparation opérationnelle. Fielding inclina la tête en signe de reconnaissance. Ce n'était pas le langage d'une plainte officielle, mais c'était l'expression diplomatique d'un parti pris systémique. Et cela illustrait la posture calme mais résolue d'un officier défendant l'honneur du guerrier. Libéré, adjudant-chef chevalier. Bienvenue à la compagnie Delta. Reagan s'inclina respectueusement. En se retournant, sa démarche n'était plus seulement disciplinée, mais emplie de la confiance d'un nouveau départ. En seulement une semaine, Reagan Chevalier était de retour dans son élément. Il commença par rafraîchir sa formation de base au vol de nuit dans des cabines de simulation, puis il passa au démarrage à froid des moteurs et aux procédures détaillées de vérification avant vol. Et enfin, il avait passé les examens officiels de compétences de vol pour les hélicoptères d'attaque Tigre Hayad, retrouvant ainsi son statut de pilote opérationnel au sein de la brigade. Il était de retour, et cette fois, reconnu par ceux qui le connaissaient. Son chef d'équipe au sol attitré était un simple technicien de 22 ans, plus déterminé que expérimenté, le caporal Rodriguez. Lors de leur première rencontre, il le regarda d'un air soupçonneux et murmura. « Avec tout le respect, chef, que pensez-vous de moi? » Il parlait doucement, assez fort pour être entendu, mais suffisamment prudent pour éviter toute responsabilité. Sa voix était respectueuse, mais le mépris qui l'habitait était flagrant. Cette attitude, elle dura exactement 3 jours. Les préjugés de Rodriguez furent clairement anéantis lors d'un atterrissage de nuit. Le ciel était sombre, sans assistance radar, sur une piste balayée par des vents latéraux, dans des conditions qui auraient déstabilisé la plupart des pilotes. Reagan réalisa un atterrissage aux instruments impeccables. Dans le vrombissement du rotor, l'hélicoptère Tigre AAD atterrit précisément sur la zone balayée de la piste. Pas une secousse, pas une hésitation, pas une once d'anxiété. Comme si ces conditions météorologiques étaient un paramètre de mission normale. Comme si le danger n'était pas nouveau pour lui, simplement une mission. C'est alors que Rodriguez réalisa. L'homme devant lui n'était pas un pilote ordinaire, mais quelqu'un qui connaissait le rythme du ciel par cœur. La nouvelle se répandit rapidement dans la communauté aéronautique de la base aérienne d'Étain-Rouvre. Les pilotes qui doutaient initialement de ses qualifications demandaient maintenant à voler avec lui pour des vols d'entraînement. Car son expérience n'était pas seulement documentée, elle était devenue une connaissance approfondie des missions en temps réel, en situation de conflit réel et à risque réel. Et ce savoir ne s'apprenait pas, il se transmettait par le partage. Les techniciens étaient impressionnés par sa compréhension instinctive non seulement du vol, mais aussi des systèmes mécaniques. Il possédait une maîtrise des détails que seule une personne ayant travaillé sur le terrain pendant des années pouvait saisir. Le commandant Mendez, cependant, a subi une évaluation administrative formelle quelques semaines plus tard. Pas de sanctions sévères,
Pas de rapport de fin de carrière. Mais l'incident a servi de leçon au quartier général. Lors de l'évaluation du personnel, toutes les données et non les préjugés doivent parler d'elles-mêmes. Reagan n'a jamais parlé de son expérience au 4e RHFS. Il n'a décrit ni les missions qu'il avait effectuées, ni les personnes avec lesquelles il avait volé. Il refusait de montrer son dossier et n'utilisait pas de titre. Mais les anciens officiers ayant servi dans les forces spéciales à travers la France l'ont immédiatement reconnu, parce qu'il y avait certains signes révélateurs. La façon dont il attachait la sangle de son casque, l'air silencieux avant une mission, l'équilibre avec lequel il levait la main en écoutant le bruit d'un retour. Des civils n'auraient rien remarqué. Mais un soldat ayant servi au 4e RHFS, il aurait immédiatement reconnu quelqu'un comme lui. Même la façon dont Reagan s'approchait de l'hélicoptère était différente. La conscience tactique de ses pas, son scrutation intuitive de l'environnement, sa vérification constante des voies d'évacuation potentielles et des positions défensives. Et surtout, son professionnalisme serein. Cette présence inébranlable qui ne s'épanouit que dans les zones de mission où les erreurs sont mortelles. Un matin, une note manuscrite apparut sur un tableau d'affichage usé de la base. Elle n'était pas signée. Mais il était clair que l'auteur avait une profonde conscience de son passé. Ne demandez pas d'où il vient, essayez de savoir où il va. Un soir, après un vol d'entraînement de nuit impeccable, le colonel Fielding rencontra Reagan sur la ligne de piste. Il était toujours près de l'hélicoptère, effectuant soigneusement les vérifications du matériel après la mission. Fielding s'approcha discrètement. « Vous avez fait forte impression sur l'unité, adjudant-chef chevalier. » Reagan répondit d'une voix mesurée et claire. « Je ne crois pas que les procédures de l'opération soient standards, mon colonel. » Un sourire sérieux mais reconnaissant éclaira le visage de Fielding. « Justement, et le standard est visible, sans compter l'attention que portent la plupart des agents. » Reagan fixa le dernier panneau d'équipement et se détourna. Il regarda son commandant dans les yeux. « Mon colonel, croyez-vous connaître quelqu'un de manière approfondie? » « D'accord. L'hypothèse la plus dangereuse en aviation est « penser connaître quelqu'un parfaitement compte tenu du peu d'informations dont on dispose à son sujet. » Cette erreur a coûté la vie à plus de pilotes que les tirs ennemis. Fielding écoutait ces paroles non pas en soldat, mais en représentant la réalité. Il répondit par un lent hochement de tête. Le commandant Mendez avait probablement appris cette leçon récemment lui aussi. Reagan maintint le contact visuel. « Mon colonel, parfois les apprentissages les plus précieux sont ceux qui mettent mal à l'aise. » Puis il se dirigea lentement vers le hangar. Il remplirait les papiers post-mission. Une routine, mais aussi la perpétuation silencieuse d'une identité. Fielding pensa en l'observant. Cette brigade perdait un pilote presque exceptionnel, simplement à cause de préjugés et de suppositions. Parce que parfois, les personnes les plus compétentes ne parlent pas de leur qualité à voix haute. Ils ne parlent pas avec des mots, ils parlent avec leur performance. Le silence des vrais professionnels est plus puissant que la plupart. Mots. Pour plus d'histoires où les actes, et non les mots, comptent, visitez Glintbox.